Voilà, prenez les micros, je vous en prie. Alors, je vais vous présenter les invités de cette première table ronde. J'ai volontairement pas utilisé le terme anglo-saxon, enfin, ce néologisme en cours qu'est Silver Economy, mais parce qu'on va tous l'utiliser beaucoup dans cette table ronde. Je voudrais vous présenter Nelly Sabatier, qui est directrice de l'association de l'action et de l'intervention à domicile de Limoges, un réseau de l'UNA, l'Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile. Laurent Leclerc, qui est directeur général de la Mutualité française des Côtes d'Armor. Et Luc Broussy, président de France Silver Economy, qui fédère les acteurs innovants du numérique dans le domaine de la Silver Economy. On va entrer dans le vif du sujet de la Silver Economy avec vous, Luc Broussy. France Silver Eco, d'abord, qu'est-ce que c'est, si vous voulez bien? Rappelez-nous. C'est une association qui s'appelait le CNR Santé, qui a été créée par le ministère de l'Industrie en 2009 pour fédérer les acteurs des acteurs de l'économie numérique du vieillissement. Et j'en ai pris la présidence il y a 1 an. On a commencé déjà à transformer le nom, parce que CNR Santé, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Oui. France Silver Eco, ça commence à être un peu plus clair déjà. Et donc on a vocation à fédérer les acteurs de la Silver Economy, pour faire court. Non. Et alors la Silver Economy, finalement, ça semble évident, puis non, pourquoi? C'est pas juste parce que vous et moi et d'autres, on commence à avoir des cheveux gris, et voilà, Silver c'est l'argent, ce serait nous. Alors c'est quoi en fait la Silver Economy? Alors, d'abord, c'est un concept dont je viens d'apprendre qui n'était pas connu par 73% des Français, ce qui nous laisse une marge de progression certaine. D'où ma question. Donc, vous faites partie donc des... C'est ça, des 73%. Depuis quelques jours, peut-être des 20% qui connaissent un peu mieux le sujet. Ouais. Non, sérieusement, il y a une acception de la Silver Economy, qui était la première acception, qui était... au fond, la façon dont les outils numériques, les nouvelles technologies peuvent améliorer le bien-être des personnes âgées. Donc, c'est ce qu'on a appelé, il y a quelques années, dans un terme assez peu élégant, les gérontechnologies. Puis, il y a un deuxième cercle, qui est le fruit des réflexions depuis 2 ou 3 ans, à la fois du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, un petit peu du rapport que j'ai produit il y a 2 ans sur ces questions-là, qui est de dire qu'au fond, la Silver Economy, c'est l'ensemble des moyens qui vont être mis en œuvre par les acteurs économiques et sociaux pour adapter la société française au vieillissement. Et donc là, c'est pas seulement le numérique, c'est pas seulement les technologies, mais c'est comment je vais adapter mon logement, comment une mairie va adapter son mobilier urbain, comment les opérateurs de transport vont faire en sorte que les transports et la mobilité dans la ville soient accessibles aux plus âgés. Au fond, on se dit c'est une dynamique économique parce que c'est une dynamique sociale. Mais alors, c'est ça qui est intéressant. La Silver Economy, c'est pas la découverte de l'imprimerie, c'est pas la découverte de l'informatique, c'est pas une nouvelle industrie ex nihilo. C'est une dynamique entre acteurs. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc, je ne sais pas si c'est une externalité négative. Je crois que c'est une externalité positive, après avoir écouté Daniel Cohen. Mais ce qui est marrant là-dedans, c'est que la plus-value, la création de valeur, c'est la dynamique entre acteurs. Et alors lesquels? Alors, il y en a 4. Les entreprises, au sens large, qu'elles soient des géantes, qu'elles soient des start-up, qu'elles soient commerciales ou SS. Ce sont les collectivités locales. Ce sont les conseils départementaux qui versent l'APA et qui, dont lors, investissent dans ces nouvelles technologies. C'est les conseils régionaux qui vont être les vrais pilotes de l'action économique, notamment à partir de l'année prochaine, et qui vont devoir créer des silver régions. Et même avec la loi... Encore plus avec la loi. Puisque ça va créer des régions plus importantes qui vont être un cadre plus adapté encore au développement économique. Ce sont les troisièmes acteurs, ce sont les organismes de protection sociale au sens large. Et je pense alors là notamment, et je passe mon temps à insister sur l'importance des mutuelles, des instituts de prévoyance, des caisses de retraite complémentaires. On ne va pas se raconter l'histoire, le financement public de la dépendance ne va pas croître de 50% dans les 3 prochaines années, ni même dans les 10 prochaines années. Donc c'est bien à travers des acteurs, des assisteurs, des assureurs, des mutuelles, des caisses de retraite complémentaires, des IP, qui dans leur panier vont de plus en plus, on le sait bien, financer l'adaptation de logement. L'Agir Carco a déjà sorti un programme qui s'appelle Sortir Plus pour aider à la mobilité des personnes. Donc de plus en plus, ce monde-là, qui est fait à la fois d'entreprises privées et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, va être important. Et le quatrième, évidemment, ce sont les professionnels eux-mêmes, les professionnels de l'aide à domicile, les établissements, ceux qui, au quotidien, sont au service des personnes. La recherche, vous la mettez parfois comme...
Eh bien, vous avez raison. Alors, pour faire court, j'ai oublié le cinquième, mais c'est évidemment la recherche, le CHU, le monde universitaire, la recherche et développement dans les entreprises. Voilà, c'est effectivement le cinquième acteur. Tourné vers ces aspects notamment. Oui. Voilà. Le numérique, dans ce contexte, est quand même l'outil de démarrage au départ de la réflexion et de la détermination de ce terme, mais aujourd'hui, ça reste quand même un des piliers de la réflexion et de la dynamique de la Silver Economy. Mais à l'évidence, d'ailleurs, avec une évolution culturelle qui est absolument frappante. Il y a quelques années, on estimait que ce serait la guerre de l'homme contre le robot, que dans le service d'aide à domicile, le numérique, la technologie, la robotique venaient comme un ennemi potentiel. Et ces barrières culturelles se sont levées, mais en l'espace de quelques années à peine. Moi, je suis sidéré, mais positivement sidéré. Et je ne le dis pas uniquement parce que l'UNA, la DSA à domicile, la DMR sont là, mais les fédérations d'aide à domicile, les opérateurs sur le terrain, ont pris à bras-le-corps cette révolution numérique à une vitesse dont, franchement, je ne me doutais pas. Mais en cela, ils ont accompagné la fracture numérique dont on parlait encore il y a quelques années, constituée à 70-75 ans. Mais aujourd'hui, la moyenne d'âge des Facebookers, c'est quasiment... voilà, mon père a 78 ans, ça y est, mais il n'a jamais été autant sur Facebook qu'avant. Et je continue à refuser de l'avoir comme ami. Juste parce que vous n'aimez pas Facebook. Mais sérieusement, voilà. Donc, en réalité, on se trouve confronté aussi à des seniors qui, d'année en année, la fracture numérique, elle recule maintenant à 80 ans, et ce sera comme ça. Donc, cette différence culturelle-là, déjà, a sauté. Et l'autre différence culturelle qui a sauté, c'est la capacité des agents, y compris les agents les moins formés, de niveau 5 dans notre secteur, quoi, à s'approprier ces outils. Moi, je suis frappé de voir là aussi, il y a eu quelques actes de résistance un petit peu au début, et maintenant, dans les services d'aide à domicile, au fond, eh bien, une auxiliaire de vie sans tablette numérique, c'est moins bien qu'une auxiliaire de vie avec tablette numérique, et y compris elle le ressent comme ça. Oui, et puis aujourd'hui, même s'il y a eu des blocages au début, plus aucun professionnel dans une maison de retraite ou à domicile ne trouve choquant qu'une personne âgée, qu'un grand-père ou une grand-mère ait envie de voir son petit-fils qui est en mission en Australie par Skype. Mais voilà, c'est ça. On était avec Laurence Rossignol hier sur un débat similaire et elle était quasiment pour la généralisation de Skype dans les EHPAD. Mais parce qu'on se rend compte que les outils numériques, au lieu de déshumaniser les choses, ou au contraire renforcer, ici ou là, le lien social, ont renforcé la prévention, ont renforcé la sécurité. Oui, ça veut dire que la ministre de la Santé, la dynamique des pouvoirs publics et des différents acteurs que vous avez cités, est engagée dans ce développement des nouveaux outils technologiques. Comment est-ce que vous allez améliorer ça? Alors c'est très important ce que vous dites, parce que Silver Economy, c'est pas seulement un terme à la mode, c'est maintenant le nom officiel depuis 2013 d'une filière industrielle créée par Bercy. C'est ça. Nous étions réunis à 48 heures, certains étaient là, par Emmanuel Macron et Laurence Rossignol pour le comité de filière Silver Economy, qui s'est réuni pour la première fois depuis 1 an et demi, mais qui a montré du coup que les pouvoirs publics restaient dans cette volonté d'impulser cette nouvelle économie. Donc l'État fixe le cap. À nous maintenant, les acteurs économiques, sociaux et aux collectivités locales de continuer. Il fixe le cap, mais il met au pot. Voilà. Voilà ce que... oui, mais c'est sans doute la question que je ne suis pas le seul à me poser. Oui, certes, mais Daniel Cohen vient de nous expliquer que maintenant, il fallait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Donc on... Bon, mais oui, un peu quand même. Parce que cette économie, je vous l'ai dit, c'est une économie où la valeur va être en partie aussi créée par la dynamique de ces acteurs. Et les financements ne seront pas que publics, ils viendront aussi des mutuelles, des caisses de retraite. Mais quand même, je le dis, dans la loi d'adaptation qui est en navette au Parlement et qui sera appliquée au 1er janvier prochain, il y a quand même 650 millions d'euros d'APA versés dans le secteur, dont 140 millions, et ça c'est important, dans les comités départementaux des financeurs de la prévention, ne rentrons pas dans les détails, mais 140 millions d'euros d'APA qui seront fléchés sur les aides techniques et la prévention. Voilà. Donc là, il y a un effet keynésien, un effet... moi aussi, je fais mon savant économiste, il n'y a pas de raison. Je me rappelle que Keynes était économiste. Donc, mais il y a 140 millions d'euros qui vont permettre de financer des plans d'aide et qui ne seront pas des aides humaines. Aujourd'hui, 92% de l'APA va vers des aides humaines. Donc les 140 millions d'euros là seront spécifiquement dédiés, spécifiquement fléchés vers le développement de ces aides techniques. Alors vous êtes un peu la coordination et dans la relation avec les pouvoirs publics à l'échelon national, mais allons sur le terrain, si j'ose dire, hein, et c'est tout à fait pragmatique et noble, en l'occurrence, avec vous, Nelly Sabatier, et vous, Laurent Leclerc.
Voilà, oui. Très près du micro, ce sera plus facile pour nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Mutualité française des Côtes-d'Armor. Et là, on est dans l'exemple de cette nouvelle dynamique sur le terrain. Vous n'êtes pas qu'un financeur à la mutualité, vous êtes aussi un opérateur, et un opérateur dans ce contexte très concret. Oui, peut-être M. Broussy vient d'évoquer les mutuelles et les différents assureurs en tant que financeurs. La mutualité a la particularité en tant qu'acteur de l'économie sociale d'avoir plusieurs casquettes et aller plus loin que le simple opérateur de financement en étant acteur de santé, en gérant et en mettant en œuvre des établissements et des services en proximité en tant qu'acteur de l'économie sociale. Donc moi je suis un directeur d'union territoriale, donc dans un territoire, en l'occurrence dans les Côtes-d'Armor, et on met en œuvre des services dans le domaine de la petite enfance, de l'accès aux soins et du vieillissement. Un point de repère, puisque là on est dans le domaine de l'emploi, c'est 500 emplois dans les Côtes-d'Armor, en proximité, dont 300 sont dédiés uniquement dans l'accompagnement des personnes âgées. Le sujet vieillissement, comment est-ce que vous l'abordez alors, il y a un angle qui est intéressant, on l'a un petit peu évoqué, c'est le sujet de la mobilité, parce que ça renvoie au numérique, mais une des caractéristiques du vieillissement, c'est la diminution des mobilités. Donc, et notamment en milieu rural, une des grandes difficultés, c'est la mobilité de nos aînés, donc a fortiori dans des établissements comme des EHPAD, mais également à domicile, parce que les mobilités se réduisent et donc se posent des problématiques majeures d'accès aux soins, par exemple. Et donc sur ce sujet-là, on a pris des initiatives, et c'est une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire, pardon. Quel lapsus. C'est donc de prendre des initiatives de proximité, et là justement en partenariat avec d'autres acteurs, notamment avec l'UNA, notamment avec le secteur public, les hôpitaux, pour apporter une réponse de proximité dans un territoire, notamment là où il y a des problématiques d'accès aux soins. Il est largement pardonné ce lapsus, parce que vous cherchez précisément à essayer de réduire la solitude des personnes âgées, souvent. On se rattrape comme moi. Non, mais c'est ça que vous aviez dans la tête, c'est que c'est votre action, je dis ça sans flagornerie, mais bon, et alors, la question à laquelle nous sommes tous confrontés, mais à laquelle vous êtes confrontés, sur laquelle vous essayez de travailler, d'améliorer, c'est la dépendance. Et au fond, vous trouvez des outils, vous créez une dynamique pour essayer de faire que la dépendance ne soit pas inéluctable. Oui, alors d'une part, il y a tout un travail qui est fait par de nombreux acteurs sur l'anticipation du vieillissement. Il y a une loi sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre, sur le fait d'anticiper par un certain nombre d'actions de prévention, mais également intervenir le plus tôt possible pour prévenir ou éviter notamment toutes les difficultés de santé, notamment par l'absence de soins que peuvent rencontrer les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas accès notamment aux soins spécialistes. Et donc, ce qui fait qu'elles ne se déplacent pas. Les médecins généralistes n'envoient pas vers un cardiologue ou vers un dermato parce que l'accès est loin, l'accès est difficile en délai. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans une difficulté, voire même une perte de chance, qui conduit, en tout cas, à une accélération de la dépendance. Et alors, au fond, votre esprit général, vous parlez-moi du care et du cure, la façon dont vous l'appliquez en français, alors. Oui, parce que je pense que quand, les Anglais, vous le citez, utilisent deux mots pour un terme qu'on utilise en France avec un seul, c'est prendre soin. Prendre soin, c'est à la fois accompagner, au sens de care, et c'est soigner au sens de cure. Donc ces deux termes montrent bien qu'ils deviennent à un moment donné indissociables. Et une des difficultés, c'est que les difficultés de santé peuvent générer une augmentation forcément de la dépendance et rendre plus difficile le vieillissement, alors que, soyons optimistes, on meurt aujourd'hui en bonne santé, c'est-à-dire qu'on vieillit de plus en plus loin, en tout cas, on a une espérance de vie plus importante et la dépendance n'est pas inéluctable et l'accès à l'EHPAD ne nous est pas, en tout cas, automatique pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a un chiffre quand même qui vaut d'être rappelé. Enfin, tout le monde n'est pas dans ce secteur, mais c'est 80% des personnes de 80 ans, c'est ça, hein, ne sont pas aujourd'hui dans la dépendance. Donc... Non, tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut aussi apporter des réponses alternatives, à la fois en matière de
de logement, d'habitat, mais également en matière de réponse et le numérique qui contribue avec des initiatives qu'on a pu prendre sur des territoires. Alors précisément, parlez-nous de ces initiatives avec l'ARS notamment, de télémédecine et d'autres que vous mettez en œuvre. L'idée était la suivante, c'est que nous sommes acteurs de l'économie sociale avec 10 EHPAD dans les Côtes-d'Armor, dont 9 sont situés en milieu rural. Donc les problématiques de la ruralité, on les perçoit, on les subit aussi, notamment sur les problématiques d'accès aux soins. Et donc on a pris l'initiative sur cette thématique d'organiser en fait des consultations spécialisées à partir des EHPAD vers une offre hospitalière, une offre de soins distante. Alors la télémédecine en soi, c'est pas nouveau, ça se réalise depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est la démarche qui a été entreprise à partir des besoins et non pas à partir de l'offre. Parce que jusqu'à présent, c'est plutôt les hôpitaux qui mettent en œuvre une démarche de télémédecine entre deux hôpitaux ou avec un établissement distant. Là, la démarche, elle est partie des besoins, c'est-à-dire elle est partie des EHPAD, de plusieurs EHPAD, et en fonction de leur localisation, de trouver l'offre la plus adaptée, donc que ce soit en dermatologie, en cardiologie, en psychiatrie, c'est un sujet sur lequel on a été étonné, mais c'est un sujet majeur en tout cas, demandé par les médecins généralistes, d'avoir des consultations spécialistes, et vous pouvez très bien imaginer qu'une personne désorientée en EHPAD, qui a une difficulté, c'est très compliqué de la déplacer. On parle bien d'une consultation, c'est-à-dire qu'entre les deux, entre le psychiatre ou le spécialiste de cardiologie, par exemple, dans l'hôpital, à l'autre bout, on a le patient, on a la personne concernée, on n'a pas juste le médecin traitant de l'EHPAD ou de généraliste. C'est pas un dialogue entre spécialistes. Il y a un vrai Skype, comme dirait l'autre. On voit le patient et on est quasiment à le toucher, quoi. Alors, sans être trop technique, mais la télémédecine comprend plusieurs types d'actes. La téléconsultation, c'est ce que vous venez de décrire. Ce que vous évoquiez en négatif, c'est la téléexpertise. Non, c'est pas négatif, mais c'est plus restreint. C'est plus restreint, mais ça permet en tout cas de donner des compétences supplémentaires aux médecins généralistes ou faciliter l'orientation pour une prise de décision. Notamment, par exemple, sur la dermatologie, c'est une pratique qui se fait souvent à partir de photos, pour pouvoir donner un avis, pour savoir s'il y a lieu d'organiser un transport. C'est ça. Et là, ça renvoie aussi aux questions économiques. C'est-à-dire que le numérique peut avoir des enjeux d'économie qui se créent par la limitation des transports. Même si on ne génère pas derrière des financements supplémentaires, on peut générer des économies et qui peuvent être de la transformation, en tout cas, de l'organisation de l'offre de soins et de transformation des services au bénéfice des patients, des résidents et de la population autour, parce que c'est aussi un enjeu de donner aux EHPAD un autre rôle que simplement un lieu de vie ou un lieu de soins, mais également un lieu de santé sur lequel la population autour peut venir bénéficier de ces téléconsultations. On a ouvert les établissements sur la population autour. Le médecin généraliste qui se trouve dans une zone rurale, qui constate que les bénéficiaires, les résidents de l'EHPAD, ont pu bénéficier d'une téléconsultation, se disent « mais pourquoi j'en ferais pas bénéficier à madame un tel qui se trouve à domicile et qui a ce besoin-là, mais pour qui faire 50 km ?» c'est très difficile, alors que venir à l'EHPAD, ça lui permet d'avoir une autre réponse de proximité sans avoir à la traumatiser dans un déplacement et un coût important. On brise les silos, on brise ces solitudes que j'évoquais tout à l'heure et on apporte l'expertise. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du lien social au-delà même de la technique. C'est un point clé. On innove et on fait dans la proximité. Je pense que c'est une des caractéristiques fortes de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a déjà vu, Nelly Sabati, ça a été évoqué de fait, en parlant tout à l'heure vous nous disiez l'aide qui a une tablette puis celle qui n'en a pas, hein, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques instants. Comment l'UNA et comment votre activité s'insère complètement dans la Silver Economy ? Alors, il y a un vrai engagement du réseau UNA dans la Silver Eco. En fin de compte, UNA considère que la révolution numérique, c'est une réelle opportunité, bien entendu, porteuse de progrès, d'innovation et créatrice d'emplois. Ça, évidemment, on ne peut pas le nier. Cependant, elle considère que développer les nouvelles technologies, c'est bien, mais ce développement, il doit se faire, donc surtout pas au détriment de la relation humaine, bien entendu. Il faut développer donc des produits, des services qui doivent intervenir en complément, en support de la relation humaine. Ça, c'est un véritable objectif donc, de l'UNA.
Il faut aussi évidemment structurer l'évolution des métiers parce que évidemment que nos métiers vont évoluer. Il faut aussi retravailler et réfléchir ensemble donc, sur et comment les structures doivent s'imbriquer dans ces nouvelles technologies. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez réfléchi à structurer votre cadre de valeurs et d'engagement, en quelque sorte, pour aller dans ce domaine, mais en ayant réfléchi, quoi. Tout à fait. Alors, en fin de compte, pour l'UNA, c'est 5 engagements par rapport à la Silver. Le premier, c'est valoriser les métiers de la branche, évidemment, par rapport à l'utilisation de ces technologies. Compléter les métiers de la branche, ça, c'est le deuxième engagement. Former aux nouvelles technologies, c'est aussi indéniable. Concevoir et proposer des services d'aide innovants, c'est aujourd'hui quelque chose qui est primordial. Et puis le cinquième engagement, c'est collaborer entre les structures d'accompagnement et surtout avec le milieu industriel. Alors, on pourrait trouver ça un peu conceptuel, mais vous, dans votre réalité quotidienne, oui, vous êtes très engagé sur ce point parce que vous êtes en Limousin et que c'est la région la plus, au sens démographique, la plus vieille de France. Rappelez-nous un peu le contexte. Oui, alors, pour faire assez rapide, le Limousin, centre de la France, trois petits pour le moment départements, avant évidemment que nous absorbions l'Aquitaine, bien sûr. 3 petits départements, donc un peu moins de 800 000 habitants sur ces 3 départements. Donc aujourd'hui, la deuxième région la plus vieillissante d'Europe, après une région en Italie, je crois, et donc une population régionale qui est vraiment très âgée au niveau des plus de 60 ans et une forte progression donc, des plus de 75. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui est frappant, c'est 2040. 2040, ouais. On sera à combien de plus de 80 ans? Alors, en Limousin, 4 Limousins sur 10 seront âgés de plus de 60 ans et on aura toujours une très très forte progression donc, des plus de 75 ans. Donc, oui, donc le chiffre, c'est... c'est quelque chose qui est effarant, quoi. À peu près 1 sur 8, une personne sur 8 qui aurait plus de 80 ans, ce qui est dans la région considérable. Alors, la filière industrielle dont on parlait tout à l'heure, dans cette région, du coup, elle a du sens, et c'est plus qu'un laboratoire, c'est une réalité déjà. Oui, alors en fin de compte, la région, elle a vu très tôt que le vieillissement, en fin de compte, était quelque chose d'assez positif, et qu'il ne fallait pas, et que ce n'était pas un fardeau, qu'il fallait justement travailler par rapport à ça et considérer qu'il fallait que ça soit un challenge et une opportunité pour la croissance donc, de l'économie et de la compétitivité. La preuve en est, parce que la région s'est engagée depuis plus de 10 ans, comme je vous l'ai dit. Nous avons Michel Delaunay qui, il y a déjà plusieurs années, quand elle développait déjà la Silver Economy, était vraiment, et venait très souvent en Limousin. Madame Rossignol aussi, enfin je veux dire, voilà, le Limousin a vraiment cette culture de... Pour une Bordelaise, venir en Limousin, c'est faire allégeance. Non, oui. C'est une blague, c'est un joke. Ouais. Mais en effet, Michel Delaunay continue d'ailleurs aujourd'hui, elle est plus ministre pour des raisons de santé, mais elle porte toujours dans son mandat d'élu aujourd'hui à fond ce domaine. Le lab, parlez-nous de votre autonome lab. Oui, alors en fin de compte, très vite, donc on s'est posé la question de comment nous pouvions fédérer et travailler en collaboration. Donc depuis quelques années, c'est en 2010, je crois, qu'a été créé, un outil innovant qui est un Living Lab. Alors il n'y a que très peu de Living Lab en France. C'est quoi un Living Lab? Alors, on est à fond dans le franglais. Là. Oui, alors lui, il se trouve à Limoges, il s'appelle Autonome Lab, et en fin de compte, sa mission, c'est de concevoir et mettre en œuvre donc, des projets dont l'objectif est de favoriser le développement de solutions innovantes pour l'autonomie des personnes. Et c'est quoi? C'est un groupe de réflexion? Qu'est-ce qu'il y a autour de la table? Donc au sein de ce Living Lab, vous avez des acteurs du champ social, du champ médico-social, du champ de la santé, du sanitaire, mais vous avez également des entreprises. Et puis aussi des représentants des usagers et des collectivités. Et l'objectif de ces Living Labs, c'est de pouvoir mettre en lien donc des acteurs de l'économie sociale, des entreprises, pour créer de vrais projets innovants par rapport à ces problèmes d'autonomie. Et oui, et donc des outils aussi, des logiciels, des
Qu'est-ce que vous avez produit ou qu'est-ce qu'a produit par exemple ce Living Lab? Oui, alors on a plein de projets, enfin il y a eu plein de projets, plein d'expérimentations, plein de services qui ont été mis en place. Alors des maisons de retraite à domicile, je ne vais pas vous parler de la e-santé, de la e-médecine, de la télémédecine, vous connaissez. Il existe plein de choses par rapport à ça et donc il existe aussi un pôle national donc, dédié au secteur de l'artisanat et qui travaille sur des questions d'autonomie. Évidemment que ce pôle est associé au CHU de Limoges et vous voyez, il y a toujours une imbrication. C'est-à-dire que la vraie particularité du Limousin, c'est que l'ensemble des acteurs de l'économie sociale, du monde entrepreneurial collaborent ensemble et trouvent des solutions vraiment adaptées à la problématique. On a évidemment un environnement économique qui est très favorable aux entreprises. On peut parler de Legrand. Le grand leader mondial, évidemment, de l'équipement électrique, qui favorise l'émergence d'entreprises et d'affaires très importantes sur la région. Mais le secteur de l'économie sociale et solidaire s'intègre à ce mouvement. Et c'est ça qui est incroyable. Legrand, c'est un exemple intéressant. Qu'est-ce que vous avez développé avec Legrand? Alors, Legrand a investi aussi beaucoup dans la recherche. Vous avez des laboratoires donc, qui travaillent sur la perte d'autonomie, sur la silver economy, bien entendu, qui travaillent sur la domotique. Legrand a travaillé, par exemple, avec le CHU de Limoges. C'est le CHU, évidemment. Évidemment. Qui s'est engagé donc, sur des projets de recherche avec le professeur d'Antoine, qui est relativement très connu en France, sur des applications numériques de suivi des dossiers médicaux, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses, et Legrand est évidemment au cœur de l'innovation sur le Limousin, bien entendu. Toujours cette idée de solitude et d'expertise et en même temps de suivi, la téléassistance, le repas avec la diététique à domicile, tous ces éléments, et la domotique pour suivre, pas surveiller, mais avoir une présence, quoi, un œil. Qu'est-ce que, en bilan, vous diriez aujourd'hui sur la réalité de cette filière issue du Limousin? Moi, je dirais que voilà, on a une vraie particularité dans le Limousin par rapport à d'autres régions. Tout simplement parce que voilà, on est une région qui est très vieillissante et qu'il a fallu très tôt prendre les décisions qui s'imposent. L'idée aussi, c'est de pouvoir, et on l'a évoqué tout à l'heure, progresser, innover, créer de l'emploi non délocalisable. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et on a surtout compris que le monde entrepreneurial pouvait aussi s'insérer dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire parce que c'est aujourd'hui des enjeux qui sont des enjeux de tous. Luc Brossy, qu'est-ce que vous inspire ces deux exemples en quelque sorte? Le premier, c'est qu'il y a une dimension qui vient d'être évoquée qui est essentielle dans le vieillissement démographique, c'est la question territoriale. On ne vieillira pas de la même façon qu'on ne vive ici ou là. Le premier exemple, c'est la France et l'Allemagne. La France est un pays dont la population va vieillir tout en augmentant. Au même moment où l'Allemagne va vieillir avec une population qui décroît. Ouais. Donc c'est pas la même. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on vieillira moins bien ici parce qu'on est plus nombreux ou au contraire Ça veut dire que ici en France, la démographie n'est pas un problème. C'est en train de devenir un atout de la France. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Allemagne ou des pays de l'Est. Et puis la deuxième chose, c'est, dans l'Hexagone, les opérateurs, les régions, les collectivités locales n'appréhenderont pas la question du vieillissement selon qu'on soit dans ce qu'on appelle ce que les géographes appellent la diagonale du vide, c'est-à-dire Champagne-Ardenne, Bourgogne, Massif central. Hein, ça, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire des régions... Je m'adresse à ceux qui viennent forcément de là. C'est pas vous qui êtes dans le vide, hein. Mais c'est la diagonale du vide, c'est-à-dire une population qui va vieillir, mais qui va décroître en même temps. Bon. Et puis d'autres régions, au contraire, où les territoires vont vieillir, parce que tous les territoires vont vieillir, mais de manière relativement moins accentuée. Bon. Eh bien, et le Limousin l'a parfaitement démontré, on peut parfaitement adapter son économie locale à la situation démographique telle qu'elle est. Et quand bien même on est une région vieillissante, eh bien le Limousin a démontré à quel point le vieillissement, quand on n'a pas de pétrole, on a des vieux.
Bon. Oui. Et on l'a décidé pour Mais eux, oui, ou eux ont mais décidé pour absolument, eux. parce que c'est générateur, parce que c'est générateur donc d'activité, de croissance. Et donc, à un moment donné, la question du vieillissement ne peut pas s'appréhender de façon totalement homogène sur le territoire. Et chaque territoire créera ses opportunités. Le Limousin l'a déjà fait depuis quelques années. Le Grand ne s'intéresse pas au pétrole de schiste en Limousin, non Non, pas encore. Alors, avant de me tourner vers la salle, juste une question. Alors, Laurent Leclerc et Nelly Sabatier, les freins quand même que vous rencontrez. C'est-à-dire si vous deviez avoir, alors elle est partie la ministre, mais les représentants du gouvernement, François Hollande ou Manuel Valls ou Marisol Touraine devant vous, et que vous lui disiez, voilà, il y a ça et ça qu'il faudrait changer pour qu'on aille plus vite et mieux dans cette... Vous diriez quoi? Vous l'avez cité tout à l'heure en parlant de silos. Je pense qu'on est quand même aujourd'hui encore trop souvent dans une organisation en silo et silo de financement, notamment entre le médico-social et le sanitaire. On voit qu'il y a des enjeux majeurs par rapport à, ça a été annoncé la semaine dernière par Marisol Touraine dans le PLFSS, développement de l'ambulatoire et l'enjeu des transports. On voit bien que sur ce sujet-là, il faudra opérer des logiques de parcours pour réduire le temps sanitaire et développer l'accompagnement en proximité. Des logiques de parcours de soins, c'est ça que vous voulez dire? Parcours de soins, parcours de vie, parce que tout ça, ça comprend à la fois toute la filière de l'accompagnement. D'accord. Où on ne fait plus qu'un séjour hospitalier occasionnel et où aussi on est amené à vivre plus longtemps avec des maladies chroniques, alors qu'auparavant on n'était que dans le soin vital. On allait à l'hôpital presque pour une situation d'urgence, alors qu'aujourd'hui on doit développer davantage d'accompagnement et vivre avec plus longtemps. Donc ce qui veut dire qu'il faut aussi décloisonner les financements, les parcours et les acteurs aussi pour éviter d'être dans des silos. Et donc ce qui va aussi faciliter, il y avait un grand terme qui avait été utilisé, la fongibilité asymétrique, qui était de dire qu'il pouvait y avoir donc des transferts de financement entre le sanitaire et le médico-social. Et puis que les administrations et les nomenclatures se parlent, quoi. Aussi, c'est ça. C'est Nelly Sabatier. Et alors, moi, j'aimerais juste reprendre la casquette de directrice. En tout cas, nous, à Actide, petite structure, 150 salariés, beaucoup de services, un comité de réflexion éthique. C'est une association, comité de réflexion éthique, un comité d'usagers, des services, etc. En tout cas, je suis convaincue aujourd'hui que, comme vous le disiez, on arrive aux limites du financement. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Moi, je travaille avec les autorités de tarification tous les jours et on se bat, certes. Mais d'un côté, je pense que les structures doivent vraiment comprendre qu'il faut innover, qu'il faut coopérer, qu'il faut communiquer. Il faut vraiment être acteur dans l'économie sociale et surtout pas subir. En tout cas, c'est ce que nous réalisons. Et nous avons créé un service au mois d'octobre 2014. Je voulais juste en parler mais allez-y. Un tout petit moment pour vous expliquer que on peut, même quand on est dans l'économie sociale et solidaire, pouvoir travailler avec les entreprises. On a créé un service l'année dernière, un service qui s'appelle Adaptation de l'habitat. Alors, on n'a rien révolutionné. On a réalisé un partenariat avec une grosse scope de Limoges, qui est vraiment spécialisée dans les nouvelles technologies, la domotique. Et l'objectif, c'est de réaliser un diagnostic social et technique à domicile. Alors vous allez me dire, un diagnostic c'est bien, mais l'objectif surtout c'est de pouvoir réaliser des travaux chez les gens, donc par la suite, assez rapidement, parce que la vraie difficulté aujourd'hui des gens qui vieillissent à domicile, c'est qu'en général, il faut adapter l'habitat et faire des travaux. C'est évidemment compliqué parce qu'il y a un savoir-faire social quand on l'a, c'est très bien, mais on n'a souvent pas le savoir-faire technique, et puis inversement. Et donc ce qu'on a mis en œuvre là, c'est les compétences des uns et les compétences des autres pour pouvoir proposer une vraie adaptation de l'habitat, des choses qui puissent être réalisées dans le temps, à des coûts évidemment modérés, et ça c'est important. Et ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter à son environnement, et puis surtout qu'il faut innover, et ça sans financement évidemment du conseil départemental, parce que voilà, il y a des limites à tout. On imagine de quoi vous parlez, mais pour être plus concret encore, c'est installé chez quelqu'un qui est un peu éloigné, qui commence à entrer dans la dépendance, un mode d'assistance, un mode d'alarme. C'est ça, c'est exactement ça. De gestion des appareils ménagers. L'idée aussi, c'est qu'on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup aussi d'expérimentations qui avaient été menées, mais souvent pas en lien forcément avec ce que souhaitait l'usager.
Alors nous, on s'est dit, voilà, il faut qu'on puisse répondre au plus près des besoins de l'usager et surtout par rapport à l'évolution de son habitation. Alors aujourd'hui, pour vous donner juste un petit ordre d'idée, on peut réaliser des réalisations, c'est-à-dire mettre un chemin lumineux chez quelqu'un, mais également de pouvoir rénover une maison entière pour une personne, par exemple, et je pense à une dame qui, suite à un accident, est devenue tétraplégique, et chez qui nous avons rénové donc l'ensemble de l'habitat pour un montant de 150 000 €. Voilà, c'est des choses qui sont à la fois... alors qu'il y avait des besoins considérables et qu'au fond, cette enveloppe qui peut paraître considérable et ne l'était plus, ou en tout cas était moins importante dans le contexte de la synergie des compétences que vous venez d'évoquer. Les freins, alors, votre vision à vous des freins. Qu'est-ce qui bloque là? Vous venez de nous en décrire un à travers la dynamique qu'essaye de créer Actimel, mais pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vous faire avancer? Alors, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que, évidemment, qu'il y a aussi de la concurrence. On a des gens qui se battent tous les jours et nous sommes les premiers à nous battre aussi par rapport à la structure. C'est pas simple. Effectivement, il faudrait aussi que les autorités puissent nous entendre et puissent nous soutenir aussi parfois dans des actions. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à innover parce que dans tous les autres cas, c'est vrai qu'on va être contraint par rapport à la situation économique à travailler différemment, et je pense que ça, c'est indéniable. Attendez, je pense que vous essayez d'être diplomate, mais vous voulez parler de quoi quand vous parlez de concurrence? Vous êtes trop nombreux, c'est l'arrivée du marché, de l'activité marchande sur ce secteur qui vous gêne, c'est quoi? Dites-nous les choses clairement. Non, pas forcément. En tout cas, je suis convaincue qu'il faut vraiment travailler par rapport à l'usager, et surtout quand on réalise à la fois même des nouveaux services innovants, que l'on remette bien l'usager au cœur du dispositif. Et ça, on peut l'avoir quand on est association, quand on est aussi peut-être entreprise, je dis peut-être, mais peut-être quand même. Mais en tout cas, voilà, de bien se positionner et surtout de travailler avec l'usager et surtout travailler en adéquation avec ce que souhaite l'usager et non imposer les choses. Ne m'en veuillez pas d'avoir provoqué un peu, mais voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de langue de bois et de dire les choses. Ce que vous dites, c'est que quel que soit l'acteur, privé ou avec l'objectif de profit ou économie sociale et solidaire, on n'oublie pas d'abord pour qui on met en œuvre une activité. Ne bougez pas, je me tourne vers la salle, je demandais d'abord à la régie de ce très beau théâtre de la Cité internationale de mettre un peu plus de lumière dans la salle, que je puisse voir qui éventuellement demanderait la parole. Et puis on va tout simplement, déjà, est-ce qu'il y a des prises de parole ou des gens qui voudraient intervenir, poser des questions? Les questions SMS aussi peut-être. Alors, 06 40 30 48 78. Et est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, oui, je vois un monsieur là-bas. Alors voilà, mademoiselle, je vous demandez de vous présenter peut-être d'un mot si vous voulez bien, et puis de nous dire quelle est votre question. Je vous en prie, on vous écoute. J'ai deux questions à poser. Un à M. Leclerc. Les gens plus âgés, ils ont difficulté à se trouver une mutuelle. Quand on est jeune, on n'a pas besoin tellement de la mutuelle, on n'y pense pas, et quand on devient vieux, à ce moment-là, on en a besoin et les mutuelles ne les acceptent pas. Quelle est la solution? Alors, attendez, je vais prendre plusieurs questions s'il y en a, mais là, si d'emblée on est Laurent Leclerc n'est pas le président de la mutualité française, hein, je tiens à vous le rappeler, le pauvre, il va pas. Est-ce qu'il y a une autre intervention par rapport au débat que nous avons depuis la matinée, une question en particulier? Alors, je vois l'introduction, question SMS, l'introduction de nouvelles technologies dans la Silver Eco ne risque-t-elle pas de conduire à des réductions d'emplois déjà fortement précarisés dans le secteur de l'aide à domicile? Ça, c'est aussi un point stratégique. Sans être en défensif, c'est un point clé. D'abord, un mot quand même sur cette difficulté, notamment pour les personnes âgées. Évidemment, on est dans notre sujet. Hein. Alors, effectivement, vous avez mis en préambule que j'avais une difficulté à répondre. Je vais quand même répondre parce que je reprends ce qui a été annoncé la semaine dernière dans le cadre du PLFSS. Et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale est prévu notamment une prolongation, en tout cas, des garanties mutuelles dans les mêmes conditions pour les plus de 65 ans, notamment
à partir de la continuité de ce qu'on appelle l'ANI, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche qui s'entreprend à partir du 1er janvier pour bénéficier d'une mutuelle pour les salariés en entreprise. Donc ça va se généraliser. Ça, c'est la mutuelle complémentaire obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Tout à fait, à partir du 1er janvier 2016. Et un autre volet de la loi, c'est de prévoir, en tout cas, un maintien, en tout cas, de la complémentaire santé dans les mêmes conditions après 65 ans, au moment où le salarié prend sa retraite. Ce qui répond en partie à la question, c'est-à-dire de faire bénéficier des mêmes conditions pour éviter qu'au moment du passage à la retraite, la personne se trouve en difficulté et en recherche de mutuelle avec les difficultés de sélection du risque. Je mettrai juste un bémol quand même, parce qu'on fait un amalgame assez volontiers sur les mutuelles. Les mutuelles, par essence, ne sont pas dans la sélection du risque sur la santé, contrairement à d'autres opérateurs qui ont un but lucratif, qui sont assureurs, et sur lequel on peut avoir à ce moment-là une démarche de sélection du risque. Donc on dit trop souvent mutuelle égale complémentaire santé. Les mutuelles représentent les 2/3, en tout cas, de l'offre complémentaire santé, mais ce ne sont pas les seuls. Il ne faut pas généraliser toutes les pratiques. Et les gens, parfois, pensent, parce qu'ils ont une assurance complémentaire, une mutuelle complémentaire, c'est le terme général, que l'interlocuteur qui leur dit non en face, finalement, je ne vous prends pas, est une mutuelle, sous prétexte que c'est le terme générique. En vérité, c'est parfois un assureur. C'est ça que vous nous dites. Et donc, il faut bien faire la différence, car les mutuelles, elles, ne sélectionnent pas sur ces critères. Alors, la réponse, merci pour cette précision. J'espère qu'on aura en partie répondu à votre question, monsieur. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais vous aurez un élément de réponse. Alors, revenons à cette question qui est peut-être un peu défensive, mais qui est légitime. Est-ce que là, toute cette dimension numérique ne va pas casser trop directement d'emplois dans le secteur de la silver economy? J'espère que la personne qui a posté ce SMS l'a fait avant que nous nous exprimions. Sinon, l'effet pédagogique de nos interventions aura été assez nul. Bon. Écoutez, moi je crois que si on croit en l'humain, on croit en la spécificité de l'humain. Et si on croit en l'humain, on ne pense pas 2 secondes que le robot va remplacer l'humain. Ou alors on ne croit pas en l'humain. Donc, les technologies qui se développent aujourd'hui à domicile, ça vient d'être dit, c'est quoi? Des chemins lumineux, ça prend l'emploi de qui ça? Des meubles à hauteur variable, ça prend l'emploi de qui? Des capteurs de chute, ça prend l'emploi de qui? Non, vraiment, aujourd'hui, les outils technologiques qui sont en ce moment en train de se développer à domicile sont totalement complémentaires. Les tablettes numériques, les serious games, pour que les personnes âgées puissent prévenir les pertes de mémoire, tous ces éléments-là sont au contraire des éléments qui vont aider les intervenants. Et je rappelle, à chaque fois qu'on parle de centaines de milliers de créations d'emplois dans la silver economy, c'est très largement faux. La réalité, c'est que les 300 000 emplois qui vont être créés dans les 20 prochaines années proviennent du secteur médico-social. Oui. La silver economy, en termes d'emploi, c'est d'abord et avant tout l'aide à la personne. Et c'est pas parce que ici ou là, à l'évidence, le secteur de l'aide à domicile vit une crise de solvabilisation, une crise de modèle économique, qu'il est en train de résoudre progressivement d'ailleurs. Bon, mais c'est un secteur qui est aujourd'hui le secteur le plus créateur d'emplois. Moi, je suis élu, enfin, je ne suis pas tout à fait élu, je viens d'être battu, mais bon, oui, j'ai encore une réminiscence dans une ville de banlieue. Tous les jours, je case, encore ce matin d'ailleurs, des jeunes femmes, des jeunes hommes de 20 ans qui n'ont pas toujours eu un parcours brillantissime, mais qui sont actifs. De plus en plus, avant, c'était un pis-aller. Maintenant, c'est des gens qui vraiment embrassent ces carrières-là de manière assez volontariste. Moi, je suis plutôt, au contraire, extrêmement confiant sur l'avenir de ces métiers, leur attractivité, même si, effectivement, on sort d'une période un peu plus négative. Nelly Sabatier ? Oui, je suis d'accord. En fin de compte, le secteur de l'aide à domicile, en tout cas les aides à domicile, voient d'un très bon œil l'arrivée de ces nouvelles technologies. Alors, ce qu'on disait et ce que l'UNA met en évidence, c'est que derrière, il faut absolument former les salariés pour qu'à domicile... ça demande un certain niveau, pour ne pas dire un haut niveau de qualification, au moins, la maîtrise de ces éléments. Oui, pardon, et ça valorise aussi ce secteur. Enfin, je veux dire, on peut mettre en place des choses à domicile et ça valorise évidemment les aides à domicile et c'est quelque chose qui vient vraiment en complément, tout à fait. Laurent Leclerc, vous vouliez rajouter un mot là-dessus ? Oui, je pense que souvent on confond avec le numérique le terme remplacement et transformation. Je pense que le numérique transforme les pratiques, transforme les usages, transforme les habitudes et sur lequel on a besoin de s'adapter. Et d'accompagner aussi les utilisateurs. Et là, dans l'exemple que je citais, nous ne sommes pas à remplacer des personnes. Au contraire, on rapproche les personnes. On rapproche les professionnels de santé des personnes âgées. Ils n'y ont pas accès.
donc on facilite l'accès. Donc le numérique devient dans ce cas-là un levier et facilite. Je me tourne vers la salle encore. Est-ce qu'il y a une... Oui, monsieur, je vous en prie. Présentez-vous d'un mot. Patrick Cochers-Berger, je suis délégué UDES en Alsace, et puis j'ai quelques fonctions, mais je voudrais venir sur un point qui est celui que vous rappeliez, madame, c'est celui que nos métiers sont au cœur de la présence auprès des personnes âgées, mais de familles de petite enfance ou du handicap de la même façon, auprès de personnes avec une relation humaine de qualité. Vous en parlez avec une prothèse que j'appellerais l'économie numérique, silver economy, ce que vous voulez, mais il me semble qu'on a un problème de fond aujourd'hui dans le secteur, c'est l'attractivité de ce secteur. Et je crois que les gens... Pour les nouveaux pour les arrivants dans le métier. Oui, notamment les jeunes, on a ce problème lié à ce que vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire l'exigence de plus en plus forte faite par l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux, sur le secteur avec une compétence de plus en plus forte. Hein, et aujourd'hui, une AVS d'il y a 20 ans, ou une travailleuse familiale d'il y a 20 ans, ce n'est pas une TISF aujourd'hui ou une intervenante telle qu'on exige aujourd'hui de la part de ces structures la compétence. Et on ne les trouve pas, parce que nous avons effectivement, par exemple, des régions, dans la mienne, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas de TISF sur le secteur. TISF, rappelez-nous. Technicien de l'intervention sociale et familiale. C'est mieux pour ceux qui... Oui, bon, je pense que tout le monde connaît ça dans ce secteur. Hein. Oui. Par exemple, on découvre qu'on va en former 12 en Alsace, il y en a 0 sur le marché, et que sur les 12, il y en a 11 qui vont aller travailler en Suisse et en Allemagne, par exemple. Hein, parce qu'évidemment, une des questions de l'attractivité, c'est aussi le financement. Et le salaire qu'on donne. Et le salaire qui est versé par... et les Suisses payent mieux, c'est voilà. ça que vous nous dites. Et effectivement, là aussi, la question supplémentaire, c'est effectivement l'arrivée des nouvelles technologies, c'est aussi les compétences en matière, par exemple, de savoir lire et écrire. Parce que dans notre secteur, et notamment PAPH, il y a quand même ce problème de l'acquisition des savoirs de base pour tous les gens qui arrivent. Il y a quand même là des hiatus qui me paraissent être extrêmement délicats, sur lesquels, en matière de recrutement, de formation, il va falloir porter un regard sérieux, qui n'est pas peut-être à la hauteur aujourd'hui de mon point de vue. Merci. Merci beaucoup de cette intervention. Une dernière éventuelle interpellation, question, témoignage du type, madame. Bonjour, Sandrine Wattiot, C2RP, groupement d'intérêt public État-région, Nord-Pas-de-Calais. Et donc je suis en charge de la filière service à la personne dans notre région. Donc 2 questions concernant le financement du modèle économique Silver Eco. Du côté de l'usager, est-ce que le régime fiscal de la loi de 2005 des services à la personne, dont on ne parle plus ici et dont on n'a pas parlé aux assises, sera toujours profitable aux usagers de la Silver Economy et aux bénéficiaires de la loi d'adaptation de la société au vieillissement? Et du point de vue de l'offre de services et des structures de l'ESS notamment, qui connaissent toujours des difficultés, soit de fonds propres, soit de trésorerie, hein, vu la tension de leur financement, quel sera le rôle des banques de l'économie sociale en soutien de ces structures à l'avenir? Merci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir, moi, intégré toutes les données de la question, mais je pense que Luc Brossy, par exemple, a l'air d'avoir noté. Je me tourne vers la régie. Est-ce qu'il y a une question SMS supplémentaire ou pas? Au-delà du soin, réfléchissez-vous à l'accès aux loisirs. Écoutez, pardon, gardez cette question parce que je la laisse poser et donc vous aurez à y répondre. Au-delà du soin, réfléchissez-vous à l'accès aux loisirs, à la culture, au sport dans le cadre de la Silver Economy. Alors, d'abord l'attractivité. Luc Brossy, vous avez dit, je case, je reprends votre terme, hein, pas mal de jeunes aujourd'hui, mais qui sont volontaristes. C'est vrai ou c'est pour le bien de cette table ronde que vous le dites? Je veux dire, dans quelle mesure les jeunes ont envie d'aller dans ce secteur aujourd'hui? D'abord, il faut leur donner envie. Il faut que les professionnels leur donnent envie. Il faut que la plupart des jeunes qui cherchent, comment dire, vous savez, maintenant, avec le développement des stages dans les lycées, on fait ça très tôt. Donc, il faut établir cette relation de confiance. Il faut donner envie. Et puis il faut que l'appareil de formation, effectivement, puisse suivre. Mais moi, je suis plutôt confiant sur la façon d'améliorer les choses. Mais là, on est vraiment tous responsables. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics. C'est certes l'appareil éducatif, mais c'est aussi la capacité des entreprises à intégrer très, très, très vite, très, très jeune, de nouvelles compétences. C'est aussi l'appareil de formation. C'est sûr, il faut qu'il s'adapte au fur et à mesure et que comment dire, les
les formations qui sont un peu trop normées puissent être beaucoup plus souples et s'adapter. Il faut que la Silver Economy, par exemple, puisse s'intégrer dans les formations. Moi, j'ai créé un master de Silver Economy à Sciences Po, mais ça permet aussi de créer pas seulement des jeunes, mais aussi à un moment donné qu'il y a des cadres intermédiaires qui soient en capacité de gérer ce secteur. Ça démontre que c'est un véritable management, que c'est une filière complète qui a une vision. Et moi, je crois que, alors, soyons très clairs, alors, puisque vous voulez du parler vrai, trop longtemps, l'économie sociale et solidaire dans le secteur social et médico-social a eu quand même une vision extrêmement, parfois misérabiliste de sa propre action. En se mêlant à la Silver Economy, en étant un des éléments d'une économie plus large du vieillissement, peut-être que ça va donner aussi un coup de fouet à tout le monde, un coup de modernité à tout le monde. Voilà. Et moi, je suis convaincu que si on arrive à impulser cette dynamique, on sera attractif. Il y a la question de la formation et il y a la question des salaires aussi. Parce que, pardon, mais j'étais au congrès de l'UNA, où j'ai entendu parfois, il y a des associations où certains aidants doivent payer leurs frais et finalement s'y retrouvent pas. Oui, c'est un secteur dans lequel il y a une trop forte proportion de bas salaires et ça ne changera pas demain matin. Bon, dans la mesure où une grande partie de l'aide est solvabilisée par des aides publiques qui n'augmenteront pas, qui n'augmenteront pas considérablement, c'est un des curseurs avec lequel il faut faire, oui. Nelly Sabatier ? Oui, alors, moi je voudrais juste revenir, effectivement, les problèmes que vous rencontrez, moi je les rencontre aussi au sein de la structure, c'est évident. Après, vous avez la solution de dire, je ne peux rien faire parce que, voilà, mon secteur est comme ça, parce que les problèmes de recrutement, j'en ai aussi tous les jours. Maintenant, ce qu'on a fait, on a vraiment restructuré au sein de l'association. Les métiers, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont évidemment en train d'évoluer. Et alors peut-être que nous, en région Limousin, parce que ça fait quand même quelques années que nous avons intégré toute cette nouvelle technologie, par le biais de l'accompagnement, par le biais de la formation, on a aussi essayé de revaloriser le travail. Et par rapport à ça, voilà, on a retravaillé sur de la restructuration, sur des référentes. Vous parliez, oui, on a des gens qui ne sont pas forcément, qui ne savent pas toujours bien écrire, mais à côté de ça, on a des gens vraiment de valeur, des gens qui sont passionnés, des gens qui sont de qualité. Et quand vous proposez à ces gens des nouveaux projets, quand vous proposez à ces gens de pouvoir s'investir et que vous leur donnez les moyens, dans le cadre de la formation, de pouvoir évoluer, en tout cas, au sein de la structure, ça fonctionne bien et on peut continuer. Alors, je ne vous dis pas que c'est la panacée, je ne vous dis pas qu'on a des gens qui ne vous disent pas qu'ils ne gagnent pas toujours assez, mais en tout cas, ils sont valorisés. Je pense que dans ce secteur de l'aide à domicile, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est la valorisation. Les salaires sont un véritable problème, mais je pense que quand on aura compris que les métiers de l'aide à domicile sont véritablement de vrais métiers, et quand on les valorisera comme il le faut, je pense que aussi on aura travaillé par rapport à ça. Luc Brossy, sur la deuxième question, dont j'ai pas très bien, elle était un peu technique pour moi, j'avoue, madame. Non, sur les services à la personne, madame faisait probablement référence au développement des emplois de services à partir de la loi Borloo de 2005, pour faire court. Alors, bon, de manière fiscale, en tout cas, rien ne change à cause de la loi d'adaptation au vieillissement. Là, c'est neutre. En revanche, ce qui change dans la loi d'adaptation, dont Martine Pinville a d'ailleurs été une des inspiratrices, et l'amendement a été encore voté par l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'est une simplification. Alors, certains ont parlé de Michel Delaunay, qui à un moment donné avait parlé de déborloisation du secteur. C'est un néologisme, en plus qui n'est pas très sympathique, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, il va y avoir une autorisation unique pour les services à domicile. Il n'y aura plus l'agrément et l'autorisation, il y aura un régime unique et un filtre unique, et y passeront les associations, les entreprises, les CCAS, tous les services d'aide à domicile seront autorisés de la même façon. Bon. Donc effectivement, cette dichotomie qui a eu certains aspects positifs, ne nous cachons pas les choses, cette dichotomie qui a pu y avoir entre des services d'aide à domicile gérés dans le cadre de la loi médico-sociale, et puis des entreprises de services à la personne gérées dans le cadre de l'ex-Agence nationale des services à la personne, ça c'est terminé. On est en train d'unifier le secteur, et ça me paraît plutôt une bonne chose, de la même façon que dans le monde des EHPAD, l'association, les commerciaux travaillent ensemble. Le secteur de l'aide à domicile est en train, de ce point de vue-là, de s'homogénéiser. Alors un mot, et c'est pas anodin, la culture, le sport, les loisirs, vous l'intégrez comment dans la Silver Economy ? Alors Leclerc,
Je dirais, dans la question, il y avait une partie de la réponse, c'est-à-dire au-delà du soin, moi je dirais, c'est déjà prendre soin au sens de l'OMS, c'est-à-dire que on est quand même dans une démarche assez large. Toute la vie de la personne. Toute la vie de la personne, c'est-à-dire qu'il faut accompagner pour être bien et être en bonne santé au sens large de la définition de l'OMS et non pas au sens restrictif du curatif. Donc, il y a la santé, la culture font partie des enjeux importants sur lesquels il faut faciliter l'accès. Donc il y a des moniteurs de karaté en Côte d'Armor pour les plus de 80 ans. Pas tout à fait, mais presque. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons initié, il y a maintenant 10 ans, une activité avec 2 animatrices, ou un animateur, là c'est des jeunes femmes, qui interviennent. Elles sont de formation, prof de gym, et elles ont fait une spécialité APA, activité physique adaptée, pour intervenir auprès des personnes qui ont des difficultés liées à soit la dépendance, soit à la maladie. Exemple, quelqu'un qui a eu un pontage, eh bien, le cardiologue lui dit ce serait bien de marcher ou de faire un peu de sport, un peu d'activité. Oui, mais où? La personne, elle va aller dans un club de sport et puis va être un petit peu agacée par le rythme et qui n'est pas du tout adapté. Et là, ce sera adapté. Donc là, on a apporté une réponse et c'est un exemple concret sur lequel on peut intervenir, toujours en proximité. Voilà pour la Silver Economy. On ne peut pas être exhaustif, mais je voudrais vous demander de remercier les intervenants de cette table ronde qui